un mot qui n'a pas du tout été inventé par les psys, c'est un mot qui nous vient des ingénieurs aéronautiques. En fait, la résilience d'un avion ou la résilience d'un bateau, c'est sa capacité à pouvoir résister aux chocs, aux perturbations, aux vibrations, etc. Et donc voilà, donc on a tout simplement été pêcher le mot des ingénieurs, là, on appelle, hein, et la résilience, c'est notre capacité de résister aux perturbations de la vie, aux difficultés de la vie. Bon, vous savez tous comme moi, bon, il faut pas, on n'est pas dans un monde bisounours. La vie, comme dit l'autre, n'est pas un long fleuve tranquille, elle ne l'est pour personne, elle l'est plus pour certains que pour d'autres, bien sûr. Là aussi, on n'est pas égaux, mais je veux dire, hein, si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « pour moi, la vie est un long fleuve tranquille, je vis dans la béatitude 24 heures sur 24, je me sens bien dans l'euphorie en permanence », bon, c'est pas crédible, c'est de la blague, hein, c'est de la blague. C'est bon, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on est tous confrontés à la souffrance, à la maladie, à la mort, à l'horreur, bon, voilà. Donc la vie, c'est ça. Et ce qui, effectivement, nous différencie les uns les autres, c'est que, effectivement, certaines personnes ont des ressources, ont pu emmagasiner des ressources personnelles suffisantes, ou peut-être plus robustes que d'autres, qui leur permettent de résister. Vous savez, pensez par exemple au camp de concentration. Bon, mais voilà, il y a des gens, il y a un tas de gens qui n'ont pas survécu parce que, bon, c'était une vie, quand vous imaginez un peu ce que c'est, et puis il y a des gens qui ont survécu, il y a des gens qui ont pu survivre. Hein. Et donc on peut se demander comment peut-on survivre dans un environnement comme celui des camps de concentration, ou comme celui de la prison, hein, ou comme celui du handicap, hein, du handicap physique. Voilà, eh bien certains s'en sortent mieux que d'autres, c'est clair. Et il y en a qui ne s'en sortent pas du tout. Voilà, et donc voilà, c'est ça la résilience. Alors, est-ce que la résilience est fonction de facteurs innés de type génétique? Très peu, vraisemblablement, de manière infinitésimale. Ce qui peut être transmis génétiquement, c'est par exemple la résistance physique. Je dirais la résistance aux maladies. Hein, vous savez qu'il y a il y a un virus qui passe, il y a une épidémie de grippe ou n'importe quoi. Bon, ben, il y en a qui tombent comme des mouches à la première chose, et puis il y en a qui traversent de même des maladies graves. Hein. Bon, voilà, il y en a qui traversent ça, apparemment, la fleur au fusil. Bon, voilà, donc de toute évidence, ils ont peut-être effectivement un système immunitaire biologique plus développé. Ça, la robustesse du système immunitaire, ça, elle est clairement transmise. Hein, je veux dire que plus j'ai des parents, et surtout la mère, hein, qui a un bon système immunitaire, plus j'ai de chance, moi, d'avoir hérité de mes parents ce système immunitaire. Hein. Alors, bien sûr, le système immunitaire biologique a une influence, une incidence sur le psychique aussi. Hein. C'est-à-dire que si je me sens bien dans ma peau, si je me sens peu affecté ou moins affecté par les perturbations biologiques, etc., ben, quelque part, c'est un atout, c'est clair, c'est une force dans la vie. Hein, on peut pas, bon, il n'y a pas photo, c'est sûr. Mais en ce qui concerne la résilience psychologique, là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est une autre paire de manches. Hein. Et il n'est pas du tout prouvé que les gens qui ont une résilience biologique plus grande soient nécessairement tout aussi performants sur le plan de la résilience psychique, où là, effectivement, ce qui joue essentiellement, ce sont des facteurs acquis précocement, prématurément, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la période des premiers attachements. La période des premiers attachements, c'est-à-dire la grossesse après 3 mois, donc je dirais les 5 ou 6 derniers mois de la grossesse, donc le stade fœtal,
tout ce qui ce qu'on appelle la période périnatale, c'est-à-dire tout ce qui entoure la naissance, et puis les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Hein, c'est là que beaucoup de choses se jouent. Hein. Vous savez, il y a un livre, il y a une trentaine d'années, qui est paru, qui a été un best-seller, on en a beaucoup parlé, c'est écrit par un psychologue français, qui s'intitule « Tout se joue avant 6 ans ». C'est pas faux. Maintenant, c'est faux dans le sens où ça serait entendu, tout se joue avant 6 ans, ça veut dire qu'après 6 ans, on ne peut plus rien changer. Bon, heureusement, ce n'est pas le cas. Ouf, bien entendu. Mais que les choses fondamentales se jouent avant 6 ans, ça c'est clair. Et moi j'irais même plus loin. Je dirais les choses fondamentales se jouent avant 3 ans. Et même peut-être plus particulièrement dans la première et la deuxième année. Et donc voilà, c'est là que ça se joue. Voilà, je me suis peut-être un peu égaré, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Oui. Mélissa, tu te souviens de ce que tu nous as dit hier et que tu as promis de répéter aujourd'hui? Oui. En fait, hier, on demandait l'avis sur votre livre et je disais qu'il était assez... Sur le, j'ai compris. Sur le livre. Sur le livre, sur le cas. Et je disais que je n'avais pas de questions particulières parce que je trouvais que le livre était assez imagé et il y avait beaucoup d'exemples. Donc monsieur a dit que si on partait comme ça, ça ne servait à rien de dire un livre, si on n'avait pas de questions, il fallait être imaginatif. Donc je ne pouvais pas vous demander d'où vient ces exemples. Et d'un coup, je me suis dit que de toute façon, je n'aime pas les psys. Donc, voilà. Et puis après, tu as un peu précisé et tu te dis... Donc on a discuté sur ça et j'ai dit que je n'aimais pas les psys parce que pour moi, devoir aller parler à quelqu'un de l'extérieur de ses problèmes, c'est une faiblesse. Donc voilà. Donc, et avec l'impression aussi que tu étais sondé... Que la personne extérieure voulait rentrer dans ta tête, c'est surtout quelqu'un de l'extérieur en fait. Donc pour moi, c'est une faiblesse. Et donc, pour toi, on doit pouvoir régler soi-même ses problèmes. Soi-même, par exemple, via la famille ou les amis, et pas devoir laisser quelqu'un de l'extérieur pouvoir rentrer dans sa vie. Bon, alors, peut-être deux petites choses par rapport à ça en préalable. Hein. D'abord, l'expression « rentrer dans sa tête », personne n'a le pouvoir ou la capacité de rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est clair, et pas plus les psys que d'autres. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas ce pouvoir. Et le travail du psy ne consiste pas, évidemment, à rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui le différencie, par exemple, du travail du gourou ou du maître de secte. Ça, c'est ce qui se passe dans les sectes. Où là, effectivement, on essaie de rentrer, de vous manipuler, de nous manipuler de l'intérieur, en essayant de nous faire penser comme on veut qu'on pense. Et donc, quelque part, effectivement, de rentrer dans notre tête. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, on n'entre pas dans la tête, sûrement pas, mais pas non plus dans les chaussures. Moi, j'aime bien la métaphore aussi des chaussures. Hein. Moi, je dis souvent à mes patients, vous savez, bon, je leur pose une question, auquel la seule personne au monde qui peut répondre à cette question, c'est eux. Parce que c'est toi qui marches dans tes chaussures, c'est moi qui marche dans les miennes, moi je ne marche pas dans les tiennes, et donc la personne au monde qui te connaît le mieux, c'est toi. Et la personne au monde qui me connaît le mieux, c'est moi. Donc un psy qui prétendrait, qui aurait la prétention de connaître mieux la personne qui est en face de lui que lui-même, c'est un charlatan. Très clairement, très clairement. Personne n'est à la place de quelqu'un d'autre. Et personne ne... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est tellement difficile de comprendre. Et c'est pour ça que moi, parfois, j'avoue, en toute modestie, qu'il y a des situations, des choses que je peux expliquer éventuellement, mais que je ne peux pas comprendre parce que je ne les ai jamais vécues. Bon, supposons j'ai quelqu'un en face de moi, un patient qui est handicapé physique, qui est sur une chaise roulante. Moi, j'ai jamais vécu ça. Donc, je ne peux pas comprendre. C'est clair. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on doit régler ces problèmes soi-même. Oui et non. Je dirais oui dans un premier temps. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que nous faisons tous. Je veux dire que quand on est malade, quand on attrape un virus, un microbe, n'importe quoi, ben, on ne court pas tout de suite chez le médecin. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Ben, on essaie de s'en tirer soi-même. On essaie de voir dans sa
pharmacie, voir si, bon, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Et quand est-ce qu'on décide de prendre un rendez-vous chez le médecin? À partir du moment où on se rend compte qu'on n'en sort plus tout seul. C'est-à-dire à partir du moment où on se rend compte qu'on a utilisé toute une série de moyens que l'on possédait, mais que ces moyens, parfois ils sont suffisants, tant mieux. Mais à un certain moment, il peut aussi très bien s'avérer que ces moyens ne sont pas suffisants. Bon, et alors à ce moment-là, on va chez un professionnel. Mais en psy, c'est pareil. Je pense que d'abord, la première chose que nous faisons tous et toutes, c'est d'abord d'essayer de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Et quand est-ce que nous faisons la démarche d'aller sonner, de prendre rendez-vous chez un psy? À partir du moment où nous sentons qu'on a un peu atteint la limite de ce qu'on pouvait faire tout seul. Et qu'à ce moment-là, on se dit, ben voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un. Et c'est en ça, et c'est en cela aussi que là je ne partage pas du tout, mais alors là pas du tout ta vision, et je voudrais simplement te la communiquer, c'est que faire cette démarche, qui consiste à prendre un rendez-vous chez un psy, à y aller, à quelqu'un qu'on ne connaît pas souvent, qu'on rencontre pour la première fois. On ne sait pas quelle tête il a, on ne sait pas quel poids il a, on ne sait pas comment il travaille, dans un lieu qu'on ne connaît pas, dans lequel on pénètre pour la première fois, eh bien, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. C'est un signe de courage. Il faut être courageux pour ça. Parce que ça veut dire que plutôt que faire ce que font, hélas, beaucoup de gens, c'est-à-dire utiliser la politique de l'autruche, qui consiste à se mettre la tête dans le sable et dire « je ne veux pas voir mes problèmes, je ne veux pas être confronté à mes propres démons », ça c'est une attitude de lâcheté. Mais en revanche, l'attitude de celui qui vient prendre son premier rendez-vous et faire éventuellement une demande de thérapie ou d'analyse, c'est l'attitude tout à fait inverse. C'est quelqu'un qui a le courage de dire « voilà, maintenant je vais non pas fuir mes démons, mais je vais les affronter avec l'aide d'un professionnel. Mais je vais les affronter. » Et donc, pour moi, les gens qui viennent en psychothérapie, c'est pas du tout les gens faibles ou les gens... ce sont au contraire des gens forts. Ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas, ce sont des gens courageux. C'est une démarche qui coûte, qui n'est pas facile. Pour les raisons que tu as dit. Se confier à quelqu'un qu'on connaît. Confier des choses très personnelles, très intimes. Ben, écoute, il en faut, hein. Voilà. J'ai une autre question, c'est encore à propos du refus dans l'enfance. Est-ce que se voir refuser plusieurs fois dans son enfance nous forge bien dans l'avenir? Et par exemple, si un enfant qui reçoit beaucoup de vie de ses parents, est-ce qu'il sera forcément gâté et donc un sac rempli, canassé, troué? Je veux dire, si on a beaucoup de vie, on ne va pas devenir forcément un donneur de... Pas si on en a beaucoup, mais si on en a trop, ou si on en a toujours. Hein? C'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer qu'un enfant à qui on dit oui à tout, mais effectivement, il va s'y habituer, et pour lui, ça va devenir une évidence, ça va de soi. Et donc ce sera effectivement le profil de l'enfant gâté, de l'enfant roi, qui deviendra l'ado ou l'adulte tyrannique, parce qu'il ne pourra même pas concevoir qu'on puisse lui dire non. Or, bon, vous verrez quand vous aurez des enfants, si vous en avez, dire non à un enfant, c'est lui apprendre que tout ne lui est pas dû. C'est lui apprendre que ses parents, ses professeurs, les gens de son entourage, ses copains, ses copines, ne sont pas ses serviteurs, encore moins ses esclaves. Et c'est ça qui donne le poids au oui. Tu vois, à la limite, un enfant à qui on dit toujours oui, ben, il n'en profite même pas, il n'en jouit même pas, parce que ça va de soi. Hein, on ne peut jouir d'un cadeau ou d'un oui, notamment, qu'à partir du moment où on sait très bien qu'on aurait pu avoir un non. Ok? Et donc, pour en revenir, si un enfant soit beaucoup non, est-ce que ça peut avoir l'effet inverse, comme si c'était... Oui, oui, tout à fait. Donc c'est là où effectivement il y a un équilibre, où il y a un équilibre à jouer. Un enfant à qui on dit toujours non, alors là le risque, c'est un autre risque, il est tout aussi dommageable, hein, mais c'est un autre risque, c'est
c'est un enfant qui est barré dans un élan. Voilà, j'ai envie de m'inscrire au club de foot du village. Non. Bon. C'est un élan chez lui, là, ben, en vrai. Voilà. Qui est barré. Alors, parfois, c'est sans grande conséquence, parce que peut-être que s'il avait été au terrain de foot, au club de foot du village après un an, il se serait rendu compte que, bon, ok, c'est pas son trip. Voilà. Mais peut-être aussi que c'était quelque chose d'important pour lui. Voilà. Moi j'ai envie de partir, de partir de temps en temps en vacances avec autrement dans d'autres compagnies que la vôtre, qui disait ses parents, avec, je sais pas, en groupe, avec des copains, etc. Non. De nouveau, c'est une fermeture. C'est une fermeture à quoi? C'est une fermeture à un champ d'expérience. Et notamment ici l'expérience sociale, l'expérience de vie en communauté extra-familiale. Or, c'est important. C'est important que l'enfant, à partir de 5-6 ans, commence à aller voir un peu ailleurs que dans le petit papa-maman, frères et sœurs de la maison. C'est d'ailleurs en général à cet âge-là qu'ils ont envie d'aller au scout, d'aller dans un groupe de jeunes, un peu des trucs comme ça. Et donc, si à chaque élan, chaque fois qu'il a envie d'ouvrir une porte, on lui ferme la porte, non, c'est pas zen. Bon, non, cela dit, ça ne veut pas dire non plus pour autant que le destin qui s'amorce là sera un destin catastrophique et dramatique nécessairement. Mais il faudra bien qu'à un certain moment, les permissions qu'il n'a pas eues, qu'il n'a pas reçues quand il était enfant, il se les accorde à lui-même.